Les veilleurs du monde, su, qui observaient l'humanité avant l'histoire. Avant de commencer, pose-toi une seule question. Et si ce que l'on appelle le début de l'histoire n'était en réalité que la fin de quelque chose de beaucoup plus ancien? Depuis l'enfance, on nous apprend que l'humanité est née ignorante, qu'elle a lentement progressé, pierre après pierre, outil après outil, jusqu'à devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Une ligne droite, un progrès continu, une marche inexorable vers la modernité. Mais cette vision repose sur une hypothèse fragile, que rien d'important n'a existé avant l'écriture. Or, partout sur Terre, les civilisations anciennes racontent une autre histoire. Une histoire dérangeante. Une histoire oubliée. Une histoire que l'histoire officielle regarde rarement en face. Avant les rois, avant les empires, avant même que l'histoire ne soit écrite, les anciens parlaient d'êtres qu'ils appelaient les veilleurs. Ils n'étaient ni des dieux capricieux, ni des conquérants. Ils observaient, ils enseignaient, puis ils disparaissaient. Si tu es ici, ce n'est pas par hasard. Si tu t'intéresses aux civilisations perdues, aux mystères historiques, aux vérités oubliées, abonne-toi maintenant à la chaîne Le Secret du Temps. Car ce que tu vas entendre n'est pas une croyance. C'est une enquête mondiale, fondée sur des textes anciens, des mythes comparés et des traces archéologiques bien réelles. Ce documentaire ne cherche pas à imposer une vérité. Il cherche à poser les bonnes questions. Le grand silence avant l'histoire. L'histoire officielle commence avec l'écriture. En Mésopotamie, vers 3300 avant notre ère. Avant cela, le silence. Du moins, c'est ce que l'on nous dit. Pourtant, l'humanité moderne existe depuis au moins 300 000 ans. Cela signifie que plus de 95% de notre histoire n'est pas écrite. Imagine un instant ce que cela représente. Des dizaines de milliers de générations, des sociétés entières, des cultures complètes, des savoirs transmis oralement, puis oubliés. Ce vide gigantesque est l'un des plus grands angles morts de l'histoire moderne. Et pourtant, les anciens n'ont jamais parlé de ce passé comme d'un âge sauvage et ignorant. Ils parlaient d'un temps antérieur, souvent décrit comme différent, parfois meilleur, parfois plus sage, parfois plus dangereux, mais jamais vide. Chez les Grecs, ce temps s'appelait l'âge d'or. Chez d'autres peuples, il portait d'autres noms. Mais toujours la même idée, un monde ancien, structuré, ordonné avant la chute. Pourquoi cette idée revient-elle sans cesse? Pourquoi tant de civilisations affirment-elles que le monde n'a pas commencé dans l'ignorance, mais dans un état avancé, avant de régresser? Les mythes ne sont pas des contes pour enfants. Ils sont des archives émotionnelles. Ils condensent des événements complexes en récits mémorables. Quand une civilisation traverse un effondrement, elle n'écrit pas toujours des chroniques. Elle transmet des symboles. Et dans ces symboles apparaît une figure récurrente, celle du gardien, du sage, du veilleur. Un être ancien, porteur de savoir, antérieur à la société humaine telle qu'on la connaît. Ce qui est troublant, ce n'est pas qu'un peuple raconte cela, c'est que tous le racontent, à des milliers de kilomètres, à des époques différentes, sans contact possible. Pourquoi? Si ces récits étaient purement imaginaires, ils devraient être radicalement différents. Or, ils suivent une structure presque identique. Cela suggère une chose. Ils ne décrivent pas des dieux, mais une mémoire déformée. Une mémoire d'un temps où certains humains, ou certains groupes, possédaient un savoir que le reste de l'humanité avait perdu. Et c'est ici que commence réellement notre enquête. Car pour comprendre les veilleurs, il faut accepter une idée inconfortable. L'histoire humaine n'est peut-être pas linéaire. Elle pourrait être cyclique. Naissance, apogée, chute, oubli,
puis renaissance. Si cette hypothèse est vraie, alors les veilleurs ne seraient peut-être pas des êtres surnaturels. Ils seraient que les survivants d'un monde antérieur, devenu légendaire avec le temps. Mais pour le vérifier, il faut aller là où l'histoire écrite commence réellement, en Mésopotamie, là où les premiers scribes ont laissé une trace d'un monde déjà ancien à leurs yeux. Pourquoi toutes les civilisations parlent des veilleurs? Lorsque l'on étudie une civilisation isolée, il est facile de parler de mythe. Mais lorsque le même récit apparaît sur tous les continents, à des milliers d'années d'écart, le mot « mythe » devient insuffisant. Car ce que nous allons voir maintenant n'est pas une coïncidence culturelle. C'est un motif mondial, l'un des plus constants de l'histoire humaine. Partout, les anciens parlent d'un temps où le savoir ne venait pas des hommes eux-mêmes. Il venait d'être plus anciens. Ces êtres portent des noms différents, des apparences différentes, mais leur fonction est toujours la même. Ils arrivent avant les rois. Ils apparaissent avant les lois humaines. Ils transmettent un savoir fondamental, puis ils disparaissent. C'est cette fonction qui les définit. Ils veillent sur le passage de l'humanité de l'ignorance à la civilisation. Un schéma qui se répète partout. Prenons un instant pour observer la structure de ces récits, indépendamment des cultures. Dans presque tous les cas, on retrouve 5 éléments clés. 1. L'humanité est décrite comme jeune, désorganisée ou fragile. 2. Des êtres anciens apparaissent. 3. Ils transmettent un savoir structurant. 4. L'humanité détourne ou abuse de ce savoir. 5. Les êtres anciens se retirent ou disparaissent. Ce schéma n'est pas religieux. Il est historique et anthropologique, car il décrit une transition, le passage d'un monde ancien vers un monde nouveau. L'incohérence qui dérange. Si ces récits étaient purement symboliques, on s'attendrait à des différences majeures. Or, ce n'est pas le cas. Les veilleurs ne sont presque jamais décrits comme des guerriers conquérants, des chefs politiques, des fondateurs de dynasties. Au contraire, ils sont presque toujours des enseignants, des législateurs, des astronomes, des architectes, des gardiens du savoir. Pourquoi inventer des figures aussi spécifiques? Pourquoi ne pas glorifier des rois, des ancêtres ou des héros locaux? Pourquoi inventer des êtres antérieurs à la civilisation elle-même? Les veilleurs ne cherchent pas le pouvoir. C'est un point crucial. Dans aucun récit ancien majeur, les veilleurs ne cherchent à gouverner durablement. Ils ne fondent pas d'empire. Ils ne réclament pas d'héritiers. Ils ne créent pas de lignée royale. Ils transmettent, puis se retirent. Dans l'histoire humaine réelle, c'est un comportement extrêmement inhabituel. Le pouvoir cherche toujours à se perpétuer. Le savoir, lui, peut être transmis, puis abandonné. Cette distinction est fondamentale. Elle suggère que les veilleurs n'étaient pas des dirigeants politiques, mais des dépositaires temporaires d'un savoir ancien. Des récits indépendants, mais étonnamment compatibles. Prenons des exemples éloignés géographiquement. En Mésopotamie, on parle d'être venu avant le déluge. En Grèce, d'être venu avant les dieux de l'Olympe. En Afrique, d'être venu avant l'homme actuel. En Amérique, d'être venu avant le premier soleil. Des expressions différentes, pour dire exactement la même chose. Avant le monde tel que nous le connaissons. Ce n'est pas une simple antériorité chronologique. C'est une antériorité civilisationnelle. Un monde avant le monde. Pourquoi l'humanité les a transformés en Dieu? Avec le temps, la mémoire humaine transforme tout. Un savoir avancé devient de la magie. Une technologie incomprise devient un miracle. Un ancien savant devient un dieu. Ce processus est bien connu des historiens. Quand une société perd un niveau de connaissance, elle sacralise ce qu'elle ne comprend plus. Ainsi,
Les veilleurs ne sont peut-être pas devenus des dieux parce qu'ils l'étaient, mais parce que leur savoir dépassait celui des sociétés qui leur ont succédé. Un problème pour l'histoire moderne. Cette idée pose un problème majeur à l'histoire académique classique, car elle suggère que le savoir n'a pas toujours augmenté, certaines connaissances ont été perdues, l'humanité a connu des régressions majeures. Or, notre modèle actuel repose sur une vision linéaire du progrès. Admettre l'existence des veilleurs, même comme hypothèse, c'est admettre que l'histoire a des cycles. Et cette idée est profondément dérangeante. Les veilleurs comme mémoire d'un effondrement. Et si les veilleurs n'étaient pas le souvenir d'un âge mythique, mais celui d'un effondrement réel, un monde ancien aurait existé. Il aurait atteint un certain niveau de maîtrise du savoir. Puis, il aurait disparu brutalement. Les survivants, porteurs de connaissances, auraient tenté de transmettre l'essentiel. Mais sans les infrastructures, sans les réseaux, sans la stabilité, ce savoir se serait fragmenté. Avec le temps, il serait devenu mythe. Pourquoi cette mémoire a survécu? Une question demeure. Pourquoi ces récits ont-ils survécu pendant des millénaires? Parce qu'ils portaient un message essentiel. Pas un message de pouvoir, pas un message religieux, mais un avertissement. Le savoir sans sagesse mène à la chute. La maîtrise sans responsabilité détruit. La civilisation peut disparaître. Et ceux qui sont venus après ont voulu s'en souvenir. À ce stade du documentaire, une chose devient claire. Les veilleurs ne sont pas une invention isolée. Ils sont une constante de la mémoire humaine. Reste maintenant à examiner le premier témoignage, écrit précis et détaillé de ces êtres. Un témoignage gravé dans l'argile par les premiers scribes de l'humanité. La Mésopotamie, les Apkalous, les maîtres avant les rois. Pour comprendre si les veilleurs relèvent du mythe ou de la mémoire, il faut commencer là où l'histoire écrite débute réellement, en Mésopotamie. Dans cette région située entre le Tigre et l'Euphrate, les Sumériens ont inventé l'écriture. Ils ont laissé des milliers de tablettes d'argile. Des listes, des chroniques, des récits mythologiques, des textes administratifs. Et dans ces textes, bien avant les récits de rois et de guerres, apparaît une catégorie d'êtres singulières. Les Apkalous. Qui sont les Apkalous? Les Apkalous ne sont pas présentés comme des dieux. Ils ne sont pas non plus décrits comme de simples humains. Les textes les définissent comme des sages primordiaux, envoyés pour guider l'humanité avant l'instauration de la royauté. Ce détail est fondamental. Dans la liste royale sumérienne, un document clé, les scribes expliquent que, avant que la royauté ne descende du ciel, les Apkalous existaient déjà. Autrement dit, avant le pouvoir politique, avant les dynasties, avant les États, il y avait le savoir. Septètre, pas un de plus. Les textes mentionnent généralement 7 Apkalous. Le chiffre 7 n'est pas choisi au hasard. Il revient sans cesse dans les sciences anciennes. 7 corps célestes visibles, 7 cycles, 7 étapes, 7 piliers du savoir. Chaque Apkalou est associé à une fonction précise. Organisation sociale, écriture, architecture, agriculture, astronomie, loise, rite de transmission. Il ne règne pas, il structure. Des êtres hybrides, symboliques. Les représentations des Apkalous sont troublantes. On les représente souvent comme des hommes-poissons ou des hommes ailés, parfois tenant des objets mystérieux. Pendant longtemps, ces images ont été interprétées littéralement. Mais une lecture symbolique s'impose. Dans les cultures anciennes, l'eau représente le chaos primordial. Sortir de l'eau, c'est sortir de l'ignorance. L'homme-poisson n'est pas un monstre. C'est un médiateur entre deux mondes,
le monde ancien, chaotique, le monde organisé, civilisé. Il les enseigne, puis se retire. Les textes sumériens sont très clairs sur un point. Les Apkallu n'existent plus après une certaine période. Après le déluge, ils disparaissent du récit historique direct. Le savoir qu'ils ont transmis reste, mais eux ne sont plus là. À leur place apparaissent des prêtres, des scribes, des rois, des humains. C'est exactement le schéma des veilleurs. Le déluge comme point de rupture. Le déluge sumérien n'est pas présenté comme une simple catastrophe locale. C'est une rupture civilisationnelle. Avant le déluge, longévités extrêmes, savoir centralisé, sages primordiaux. Après le déluge, fragmentation, perte de connaissances, reconstruction lente. Les Apkallu appartiennent clairement au monde d'avant. Pourquoi les Sumériens les prennent au sérieux? Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les Sumériens ne racontent pas ces récits comme des fables. Ils les intègrent dans leur chronologie, leur liste de rois, leur tradition savante. Pour eux, les Apkallu ne sont pas imaginaires. Ils sont anciens. Les scribes les mentionnent avec le même sérieux que les rois historiques. Une question qui dérange. Pourquoi la première civilisation écrite de l'humanité commence-t-elle son histoire, en affirmant qu'elle n'est pas la première? Pourquoi inscrire noir sur blanc qu'avant la royauté humaine, d'autres figures ont structuré le monde? Si les Apkallu étaient de simples inventions mythologiques, pourquoi leur donner une place aussi précise dans la chronologie? Des sages, pas des maîtres. Un autre détail essentiel apparaît dans les textes. Les Apkallu ne punissent pas. Ils n'imposent pas. Ils n'exigent pas d'adoration. Ils transmettent. Cela les distingue radicalement des dieux postérieurs. C'est le comportement de mentor, pas de divinité. AprèsEux, la dégradation. Après leur disparition, le savoir continue, mais il se fragmente. Les générations suivantes imitent, répètent, ritualisent, mais elles ne comprennent plus toujours l'origine des règles. Le savoir devient tradition, la tradition devient religion, la religion devient dogme. Les Apkallu disparaissent du monde réel, mais survivent dans la mémoire. Une mémoire d'une civilisation antérieure? Tout cela mène à une hypothèse lourde de conséquences. Et si les Apkallu n'étaient pas des êtres surnaturels, mais les derniers représentants d'une civilisation antérieure? Une civilisation détruite par un cataclysme, dont quelques survivants auraient tenté de transmettre l'essentiel. Avec le temps, leur savoir devient sacré, leur mémoire devient mythique, mais leur fonction reste lisible. À ce stade, une chose devient évidente. Les Apkallu ne sont pas une anomalie. Ils sont la première trace écrite des veilleurs. Mais ils ne sont pas les seuls. Car à des milliers de kilomètres de là, une autre civilisation raconte la même histoire, avec d'autres mots, d'autres images, mais la même structure. La Grèce antique, les titans, les titans, la mémoire du temps avant les dieux. Lorsque l'on évoque la Grèce antique, l'imaginaire moderne pense immédiatement aux dieux de l'Olympe, Zeus, Athéna, Apollon, Arès. Mais ce que l'on oublie presque toujours, c'est que les dieux grecs ne sont pas les premiers. Avant eux, il y avait une autre génération, plus ancienne, plus puissante, plus liée aux forces fondamentales du monde, les titans. Et comme les Apkallu de Mésopotamie, les titans ne sont pas de simples figures mythologiques. Ils représentent une mémoire profonde, enfouie sous les couches de la religion et du temps. Avant les dieux, le monde était déjà structuré dans la cosmogonie grecque. Le monde ne commence pas avec Zeus. Il commence avec Chaos, Gaïa, la terre, Ouranos, le ciel. Puis viennent les titans. Les Titans ne créent pas le monde à partir de rien.
Ils l'organisent, ils représentent le temps, la mémoire, les cycles, les lois naturelles, les forces cosmiques. Ils sont liés à l'ordre du monde, pas au pouvoir politique. Le temps, avant l'histoire parmi les titans, un nom se détache. Chronos. Chronos n'est pas un dieu guerrier. Il n'est pas un conquérant. Il est le temps. Pas le temps des horloges, mais le temps cyclique, profond, inexorable. Chronos symbolise une époque où les cycles étaient compris. La mémoire était longue. Le temps n'était pas fragmenté dans certaines interprétations anciennes. Chronos représente la conscience du temps long, celle que les civilisations modernes ont perdue. Les titans ne sont pas décrits comme mauvais. Un détail capital est souvent ignoré. Les Titans ne sont pas présentés comme fondamentalement mauvais. Ils sont présentés comme anciens. Ce sont les dieux olympiens qui les renversent, non parce qu'ils sont injustes, mais parce qu'ils représentent un ordre plus ancien. C'est une transition de pouvoir, pas une lutte entre le bien et le mal. La titanomachie, une guerre de génération. La titanomachie, la grande guerre entre les titans et les dieux de l'Olympe, est souvent racontée comme une bataille mythique. Mais lue symboliquement, elle raconte autre chose. Elle raconte le passage d'un monde ancien à un monde nouveau, la fin d'un âge fondé sur la mémoire et les cycles, le début d'un âge fondé sur le pouvoir, la hiérarchie et la domination. Les titans représentent le monde avant la centralisation divine. Les dieux olympiens représentent le monde après. Une réécriture de l'histoire. Un point troublant apparaît lorsque l'on compare les sources. Les récits sur les titans sont souvent fragmentaires, contradictoires, parfois volontairement flous. Pourquoi? Parce que les mythes que nous connaissons ont été réécrits par les partisans de l'Olympe. Les vainqueurs écrivent toujours l'histoire. Les titans ont été relégués à l'arrière-plan, caricaturés, diabolisés parfois. Mais leur rôle fondamental n'a jamais pu être totalement effacé. Des veilleurs, pas des tyrans. Contrairement aux dieux de l'Olympe, les titans ne s'occupent pas des querelles humaines quotidiennes, ne réclament pas de culte massif, ne manipulent pas les hommes pour leur guerre. Ils incarnent des principes. C'est exactement ce que l'on retrouve chez les veilleurs d'autres cultures. Ils sont au-dessus du jeu politique. Le monde avant la fragmentation. Dans l'âge d'or, associé au règne des titans, les textes grecs parlent d'une humanité différente. Une humanité plus proche de la nature, moins violente, moins hiérarchisée, vivant dans un monde perçu comme stable. Ce n'est pas une utopie naïve, c'est la mémoire d'un équilibre perdu. Pourquoi cet âge a disparu? Les mythes parlent d'un renversement brutal. Mais derrière le mythe, on peut lire un effondrement écologique, une catastrophe climatique, une crise majeure. Comme en Mésopotamie, la transition est marquée par une rupture. Avant, stabilité, long terme, mémoire. Après, conflit, pouvoir, domination. Les titans et les Apkallu. Un même archétype. Comparons. Apkallu, sage, enseignant, antérieurs au roi, liés à un monde pré-catastrophe. Titans, forces anciennes, organisateurs du monde, antérieurs aux dieux, liés à un âge disparu. Les différences sont culturelles. La structure est identique. Pourquoi la Grèce a conservé ce souvenir? La Grèce est une civilisation de transition. Elle hérite de savoirs plus anciens qu'elle ne comprend plus totalement. Au lieu de les effacer, elle les transforme en récits. Les titans deviennent des personnages mythologiques, mais leur fonction originelle reste lisible. Le message caché des titans. Les titans nous disent une chose essentielle. Le monde n'a pas toujours été tel que nous le connaissons.
Il y a eu un avant, et cet avant était structuré par autre chose que le pouvoir. Ils sont la mémoire d'un temps où la civilisation reposait sur l'équilibre, pas sur la domination. À ce stade du documentaire, un constat s'impose. Les veilleurs apparaissent, en Mésopotamie, en Grèce. Il serait tentant de croire à une influence régionale, mais ce serait une erreur. Car le même récit existe en Afrique, là où l'humanité elle-même est née, les anciens Africains, la mémoire des premiers temps, Afrique, les premiers anciens et la sagesse perdue. Si l'on veut comprendre l'origine réelle des veilleurs, il faut revenir à la source. Pas la source des mythes, pas la source des religions, mais la source de l'humanité elle-même, l'Afrique. Car avant d'être un continent mythique, l'Afrique est un fait scientifique, le berceau de l'humanité. Et pourtant, dans les récits historiques modernes, elle est souvent absente lorsqu'il est question des grands savoirs anciens. Cette absence n'est pas due au manque de tradition. Elle est due au fait que les traditions africaines sont orales, profondes, codées et mal comprises. La mémoire avant l'écriture. Contrairement à la Mésopotamie ou à la Grèce, l'Afrique ancienne n'a pas figé son savoir, principalement dans l'écriture. Elle l'a confié à la parole, à la mémoire, aux lignées d'initiés, aux symboles. Ce choix n'est pas un signe de faiblesse. C'est un choix de préservation. L'écriture peut être détruite. La mémoire vivante, elle, se transmet. Les anciens avant les rois. Dans de nombreuses traditions africaines, on retrouve une distinction claire. Les anciens, les chefs, les rois. Les anciens sont toujours antérieurs. Ils ne gouvernent pas. Ils n'imposent pas leur autorité par la force. Ils détiennent le savoir du monde, des cycles, du vivant. Chez les Dogons, les Bambara, les Peuls, les Kémites, les Yoruba, les Bakongo, on parle toujours d'un temps où le savoir précédait le pouvoir. Le nombre des veilleurs africains. Les noms changent selon les peuples, mais la fonction reste identique. Chez les Dogones, les Nomos, chez les Kémites, Égypte ancienne, les Shemsou-Or, dans certaines traditions bantouées, les Bakoulous, les anciens, chez les Yoruba, les sages primordiaux associés à l'ordre cosmique. Ces figures ne sont pas des dieux au sens moderne. Elles sont des intermédiaires entre l'ordre du monde et l'humanité. Les Nomos, maîtres de l'ordre et de la parole. Chez les Dogons du Mali, les Nomos occupent une place centrale. Ils sont décrits comme des êtres anciens, liés à l'eau, porteurs de la parole structurée, responsables de l'ordre du monde. Encore une fois, l'eau apparaît, comme chez les Apkalou, comme dans de nombreuses traditions. L'eau symbolise l'origine, le chaos primordial, le potentiel et non structuré. Les nomos émergent de cet état pour ordonner. Un savoir astronomique dérangeant. Les traditions Dogon évoquent des connaissances astronomiques complexes, cycles stellaires, mouvements précis, relations entre étoiles. Sans entrer dans la spéculation excessive, une chose est certaine. Ces savoirs sont anciens, symboliques et codés. Ils ne sont pas le fruit d'une observation naïve. Ils s'inscrivent dans une cosmologie cohérente, comme si une mémoire ancienne avait été conservée, puis transmise, le Shemsou-Or. Les suiveurs de Horus dans l'Égypte prédynastique, avant les pharaons, les textes tardifs parlent des Shemsou-Or. Traduction. Les suiveurs de Horus. Ils sont décrits comme des êtres antérieurs aux dynasties, détenteurs d'un savoir sacré, organisateurs du territoire, bâtisseurs symboliques. Ils précèdent les rois humains, exactement comme les Apkalou, exactement comme les Titans. L'Égypte, avant. L'Égypte.
L'Égypte n'apparaît pas soudainement. Son architecture, sa géométrie, son symbolisme montrent une maturation longue. Or, cette maturation n'est pas expliquée par l'histoire classique. Les traditions parlent d'un temps très ancien, où le savoir était détenu par des anciens avant d'être transmis aux pharaons. L'Afrique comme mémoire profonde. Contrairement aux autres régions, l'Afrique ne parle pas d'un effondrement brutal unique. Elle parle de cycles, des âges qui montent, des âges qui déclinent, des savoirs qui apparaissent, des savoirs qui se retirent. Les veilleurs africains ne disparaissent pas soudainement. Ils se retirent progressivement. Ils laissent des traces, dans les rites, dans les masques, dans les danses, dans les récits initiatiques. Pourquoi ce savoir a été mal compris? La colonisation, l'esclavage et la destruction des structures traditionnelles ont fragmenté cette mémoire. Ce qui restait a souvent été qualifié de folklore ou de superstition, mais ce folklore cache une architecture intellectuelle complexe. Un point commun essentiel dans toutes les traditions africaines authentiques, on retrouve cette idée centrale. Le savoir est une responsabilité. Il ne doit pas être donné à n'importe qui, il doit être transmis au bon moment. Les veilleurs ne donnent jamais tout, ils donnent ce qui est nécessaire. Les anciens comme gardiens, pas comme maîtres. Les anciens Africains ne dominent pas l'humanité. Ils la préparent. Ils observent. Ils corrigent parfois. Puis ils se retirent. Encore une fois, le même schéma apparaît. L'Afrique est le reste du monde. Une question devient alors inévitable. Comment expliquer que la Mésopotamie, la Grèce, l'Afrique racontent la même structure, sans contact direct documenté à ces époques reculées? Soit l'humanité a inventé partout la même histoire, soit elle se souvient de quelque chose de réel. À ce stade du documentaire, une certitude s'impose. Les veilleurs ne sont pas une invention locale. Ils sont une mémoire mondiale, et cette mémoire est plus ancienne que l'histoire écrite. Mais l'Afrique, la Grèce et la Mésopotamie ne sont pas les seuls témoins. De l'autre côté de l'océan, des civilisations racontent la même chose. Les Amériques. Les civilisateurs disparus. Amérique. Les civilisateurs disparus. Avant le premier soleil. Lorsque les Européens arrivent en Amérique, ils découvrent des civilisations complexes dotées de calendriers précis, de villes monumentales et de systèmes sociaux élaborés. Mais ce que les chroniques coloniales rapportent aussi, parfois à contre-cœur, c'est autre chose. Les peuples des Amériques ne se considéraient pas comme les fondateurs de leur propre savoir. Ils parlaient d'être plus anciens, des civilisateurs venus d'un temps d'avant, le temps avant le temps. Dans de nombreuses traditions mésoaméricaines et andines, l'histoire du monde est divisée en soleils, ou âges successifs. Nous ne vivons pas dans le premier monde, ni dans le second, mais dans le dernier. Les mondes précédents ont disparu. Ce concept est essentiel. Il affirme clairement que la civilisation n'est pas linéaire. Elle connaît des cycles de création et de destruction Quetzalcoatl. Le civilisateur qui s'en va chez les peuples mésoaméricains, un nom revient sans cesse. Quetzalcoatl. Il n'est pas présenté comme un dieu guerrier. Il n'impose pas sa domination par la force. Il enseigne l'agriculture, l'artisanat, les lois, le calendrier, les arts. Puis, fait unique dans la mythologie, il s'en va volontairement. Il promet de revenir, mais disparaît vers l'horizon. Encore une fois, le schéma du veilleur. Viracocha, le maître des temps anciens. Dans les Andes, les Incas parlent de Viracocha. Il est décrit comme un être ancien, porteur de sagesse, créateur d'ordre, marcheur du monde. Viracocha apparaît après une destruction du monde précédent. Il remet l'humanité sur ses pieds. Puis, comme Quetzalcoatl, il disparaît.
Les civilisateurs ne sont pas des rois. Un point commun frappe immédiatement. Ni Quetzalcoatl, ni Viracocha ne fondent de dynastie royale. Ils ne s'installent pas durablement au pouvoir. Ils transmettent un savoir, puis laissent les humains gouverner. Exactement comme les Apkalou, exactement comme les Titans, exactement comme les anciens Africains. Des bâtisseurs d'âge perdu. Les civilisations américaines affirment souvent avoir hérité de structures anciennes. Villes, temples, routes, connaissances astronomiques. Certaines constructions étaient déjà anciennes lorsque les Mayas ou les Incas les ont utilisées. Cela pose une question délicate. Qui les a bâties? Le cas des civilisations antérieures. Les traditions parlent de peuples disparus, détruits par des inondations, des tremblements de terre, des feux venus du ciel. Les survivants se seraient regroupés, guidés par des êtres porteurs de savoir. Encore un récit d'effondrement. Des êtres liés au ciel et à la terre. Quetzalcoatl est le serpent à plumes. Serpent et le terre, connaissance profonde. Plume et le ciel, élévation. Viracocha est souvent décrit comme marchant sur l'eau. Ces symboles ne parlent pas de miracle. Ils parlent de médiation entre mondes. Les chroniques espagnoles, un témoignage involontaire. Les conquistadors, bien qu'hostiles aux traditions locales, notent un détail troublant. Les peuples amérindiens parlaient avec sérieux d'un âge ancien, plus avancé, disparu. Ce n'était pas présenté comme une légende, c'était une mémoire collective. Pourquoi ces récits ont survécu? Parce qu'ils expliquaient une chose essentielle. Le monde peut disparaître, la civilisation peut s'effondrer, le savoir peut être perdu. Les civilisateurs anciens ne sont pas des sauveurs éternels. Ils sont des passeurs. Un nouveau continent, le même message à ce stade, le doute n'est plus permis. Mésopotamie, Grèce, Afrique, Amérique, partout, des êtres anciens, porteurs de savoir, antérieurs au pouvoir, liés à un âge disparu, qui se retirent après avoir transmis. Ce motif est mondial. Une question inévitable. Soit, toutes les civilisations ont inventé le même récit complexe, soit elles se souviennent d'un événement réel, transformé par le temps, mais conservé dans la structure du récit. À ce point du documentaire, une évidence émerge. Les veilleurs ne sont pas une curiosité culturelle, ils sont une mémoire transcontinentale. Ils pointent vers un passé oublié de l'humanité. Mais pour aller plus loin, il faut maintenant comparer ces récits entre eux. Pas culture par culture, mais structure contre structure. Mettre à nu le modèle mondial. Analyse comparative des veilleurs. À ce stade du voyage, nous avons parcouru des continents entiers, des millénaires d'histoire, des cultures qui ne se sont jamais rencontrées. Et pourtant, une évidence s'impose. Ces récits ne sont pas aléatoires. Ils obéissent à un modèle précis, répétitif, structuré, presque méthodique. Un modèle que l'on peut désormais analyser froidement, sans fascination ni rejet. Étape 1. Un monde avant l'histoire. Dans toutes les traditions étudiées, le récit commence par un monde antérieur. Un monde plus ancien que les royaumes, plus ancien que les lois écrites, plus ancien que les dynasties. Ce monde n'est jamais décrit comme primitif. Il est souvent organisé, stable, en équilibre avec la nature. Ce point est crucial. Les veilleurs n'apparaissent pas dans le chaos absolu, mais dans un monde déjà habité, encore immature, mais vivant. L'apparition des veilleurs. Vient ensuite l'apparition d'êtres particuliers. Leur identité varie. Apkalou, Titans, Nomo, Quetzalcoatl, Viracocha. Mais leur rôle est identique. Ils sont
extérieurs au pouvoir, porteurs de savoir, médiateurs entre ordre cosmique et humanité. Ils n'apparaissent jamais comme des conquérants. Ils arrivent. La transmission du savoir. C'est le cœur du modèle. Les veilleurs transmettent toujours des lois, des techniques, une organisation sociale, une compréhension du temps et des cycles, une relation au cosmos. Jamais des armes de domination, des empires, des lignées héréditaires. Le savoir transmis vise la structuration, pas la conquête. La limite du don. Un point fondamental apparaît souvent dans les récits. Les veilleurs ne donnent pas tout. Le savoir est progressif, codé, parfois réservé à certains initiés. Cela suggère une conscience aiguë du danger du savoir mal utilisé. La faute humaine ou la rupture. Presque toujours, le récit introduit une rupture. Cette rupture prend différentes formes. Arrogance humaine, perte d'équilibre, oubli des lois, catastrophe naturelle. Mais le résultat est le même. Le monde bascule. Le retrait des veilleurs. À ce moment précis, les veilleurs disparaissent. Ils ne sont pas détruits. Ils ne sont pas vaincus. Ils se retirent. C'est l'un des éléments les plus étranges du modèle. Pourquoi se retirer si l'on cherche à contrôler? La fragmentation du savoir. Après leur départ, le savoir se divise, se ritualise, se sacralise. Ce qui était compréhension devient tradition. Ce qui était science devient mythe. La mémoire reste, mais le sens s'efface. La naissance du pouvoir. C'est après le retrait des veilleurs que les rois apparaissent, les empires se forment, les guerres se multiplient, le pouvoir remplace le savoir. Ce point est central. La diabolisation ou la divinisation. Avec le temps, les veilleurs sont divinisés ou diabolisés, mais rarement compris. Leur rôle originel est masqué par la religion, la politique ou la peur. La mémoire persistante. Malgré tout, le récit survit. Pourquoi? Parce qu'il porte un message universel. La civilisation peut disparaître. Le savoir peut être perdu. L'humanité n'est pas au sommet de l'histoire. Pourquoi ce modèle ne peut pas être ignoré? Statistiquement, ce niveau de cohérence mondiale est extrêmement rare. Il ne s'agit pas d'un thème isolé, d'un symbole vague, mais d'une architecture narrative complète, reproduite sur toute la planète. 3 explications possibles. Face à ce modèle, 3 hypothèses seulement sont possibles. Une coïncidence culturelle mondiale, une structure psychologique universelle, une mémoire réelle d'un passé oublié. La première est hautement improbable. La seconde explique la forme, mais pas le contenu précis. La troisième dérange, mais elle explique tout. Et si l'histoire n'était pas linéaire? Si cette hypothèse est correcte, alors l'humanité a connu un âge avancé. Cet âge s'est effondré. Les survivants ont tenté de transmettre l'essentiel, les veilleurs seraient les derniers porteurs d'un monde disparu, un miroir pour notre époque. Ce modèle ne parle pas seulement du passé, il nous parle de nous. Nous aussi, nous croyons être au sommet. Nous aussi, nous pensons que notre savoir est éternel. Les veilleurs nous avertissent silencieusement. Aucun âge n'est définitif. À présent, il reste à aborder la question la plus sensible. Y a-t-il des preuves matérielles? Des indices physiques, archéologiques, astronomiques? C'est ce que nous allons examiner maintenant. Civilisation antédiluvienne, hypothèses et indices solides. Arrivés à ce point, une question devient impossible à éviter. Si les veilleurs apparaissent partout, si leurs fonctions sont identiques, si leur retrait coïncide toujours avec une rupture majeure, d'où venait-il? La réponse ne peut pas être donnée avec certitude.
mais elle peut être approchée méthodiquement, sans sensationnalisme. Ce que nous ne ferons pas. Avant d'aller plus loin, posons un cadre clair. Nous ne parlerons pas d'extraterrestres, de fantasmes technologiques, de civilisations futuristes impossibles, car ces idées, bien qu'attrayantes, court-circuitent la réflexion. L'hypothèse la plus dérangeante est souvent la plus simple. Une civilisation humaine antérieure, aujourd'hui disparue. Le problème du vide historique. L'histoire officielle affirme que la civilisation commence brutalement vers 10 000, 9 000 avant notre ère. J.T. avant cela. Chasseurs-cueilleurs. Mais ce modèle pose un problème majeur, car juste après cette date apparaissent l'agriculture, l'architecture monumentale, la géométrie, l'astronomie, la planification sociale, sans période d'apprentissage visible. Un saut. Göbekli Tepe. Un coup de tonnerre. En Turquie, Göbekli Tepe bouleverse le récit classique. Daté d'environ 9600 avant Jésus-Christ, ce site présente des piliers monumentaux, des alignements précis, une symbolique complexe. Et pourtant, pas d'agriculture établie, pas de ville connue, cela signifie une chose. Des bâtisseurs organisés avant la civilisation officielle, des bâtisseurs sans empire. Göbekli Tepe n'est pas une ville. Ce n'est pas une forteresse. Ce n'est pas un palais. C'est un lieu de transmission symbolique. Encore une fois, pas de pouvoir, pas de domination, mais de la structure et du sens. Le schéma des veilleurs apparaît en pierre. Le déluge, mythe ou mémoire géologique. Les récits de déluge sont mondiaux. Longtemps considérés comme mythologiques, ils trouvent aujourd'hui un écho scientifique partiel, fin de la dernière glaciation, montée brutale des issots, submersion de zones habitées. Des régions entières ont disparu. Des peuples ont été déplacés. La mémoire collective a survécu. La disparition de côtes anciennes. Une grande partie des premières installations humaines se trouvait près de l'eau, sur les côtes, sur les plaines aujourd'hui submergées. Ces zones sont maintenant, sous les océans, difficiles à explorer, presque absentes de l'archéologie classique. Un monde entier peut avoir disparu, sans laisser de traces visibles. Des traces de savoir sans origine. Claires. Dans de nombreuses civilisations anciennes, on observe une géométrie avancée, une astronomie précise, une symbolique cohérente, mais rarement une évolution progressive documentée. Ces savoirs apparaissent déjà formés, comme hérités. Les veilleurs comme survivants. Une hypothèse gagne alors en cohérence. Les veilleurs ne seraient pas les fondateurs d'une civilisation, mais les survivants de la précédente. Des détenteurs d'un savoir ancien, conscients que leur monde ne reviendrait pas. Ils auraient transmis l'essentiel, l'ordre, le temps, les cycles, la mémoire, puis se seraient retirés. Pourquoi pas plus de preuves? Parce que les matériaux anciens disparaissent, les zones clés sont submergées, les catastrophes effacent les traces, et surtout, l'histoire humaine est bien plus fragile que nous l'imaginons. Une civilisation différente de la nôtre. Cette civilisation antérieure n'était peut-être pas industrielle, technologique au sens moderne, mais symbolique, astronomique, géométrique, profondément connectée à la nature. Un autre modèle de civilisation. Le silence des manuels. Cette hypothèse dérange, car elle implique une réécriture partielle de l'histoire, l'abandon du mythe du progrès linéaire,
Mais l'absence de réponse n'est pas une preuve d'inexistence. Les veilleurs comme message. Plus qu'une preuve matérielle, les veilleurs sont peut-être un message laissé à travers le temps. Un avertissement silencieux. À ce stade, une dernière étape est nécessaire. Examiner les preuves indirectes, les anomalies, ce qui ne devrait pas exister, mais existe. Les preuves qui dérangent, sites, étoiles et savoir impossible, à ce stade du documentaire, une chose doit être clarifiée. Il n'existe pas de preuve unique, définitive, irréfutable qui dirait « Voici la civilisation disparue ». Mais l'histoire ne fonctionne jamais ainsi. Ce sont les accumulations d'anomalies, les éléments qui ne devraient pas exister, qui forcent à revoir un modèle. Et ces anomalies sont nombreuses. Des constructions qui dépassent leur époque. Partout dans le monde, on trouve des structures anciennes présentant une précision extrême, des blocs monumentaux, des ajustements impossibles à reproduire sans outils avancés, et pourtant, elles sont attribuées à des sociétés censées être technologiquement limitées. Ce paradoxe est au cœur du problème. Le cas des mégalithes, des sites comme Baalbek, Sacsayhuaman, Ollantaytambo. Certaines structures égyptiennes présentent des blocs de dizaines, parfois centaines de tonnes, ajustés sans mortier, avec une précision millimétrique. La question n'est pas « comment ont-ils fait ?», mais plutôt « pourquoi ce niveau de maîtrise apparaît-il si tôt, puis disparaît-il ?» Une savoir qui régresse. Dans plusieurs régions, les constructions les plus anciennes sont les plus massives, les plus précises, les plus durables. Les constructions plus récentes sont souvent plus petites, moins bien ajustées, techniquement inférieures. Ceci contredit l'idée d'un progrès linéaire. Cela suggère une perte de savoir. L'astronomie ancienne, trop précise pour être nauve de nombreuses civilisations anciennes maîtrisées, les solstices, les équinoxes, les cycles lunaires, les mouvements planétaires. Certaines structures sont alignées avec une précision remarquable. Ces connaissances exigent des observations sur de très longues périodes, une transmission intergénérationnelle rigoureuse. Ce n'est pas le fruit du hasard. La précession des équinoxes. La précession est un cycle d'environ 26 000 ans. Elle est lente, invisible à l'échelle d'une vie humaine. Et pourtant, elle semble intégrée dans des mythes, des symboles, des architectures. Comment des civilisations anciennes auraient-elles intégré un cycle aussi long, sans une mémoire du temps profond? Des cartes qui ne devraient pas exister. Certaines cartes anciennes montrent des côtes aujourd'hui submergées, des proportions étonnamment exactes. Sans affirmer des conclusions définitives, une chose est certaine. Ces cartes posent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses simples. La symbolique universelle. On retrouve partout le serpent, l'arbre, la montagne, l'eau primordiale, le cercle. Ce langage symbolique est cohérent, structuré, partagé. Ce n'est pas un folklore aléatoire. C'est une grammaire ancienne. Le savoir codé. Les veilleurs ne semblent jamais transmettre directement. Ils codent. Dans des mythes, des architectures, des rites, des nombres. Pourquoi coder? Parce que le savoir brut peut être dangereux. Parce qu'il doit survivre aux catastrophes. Parce qu'il doit traverser le temps. Deux erreurs dans l'histoire officielle. Certains objets, certaines structures, certains savoirs n'entrent dans aucune chronologie admise, sont reclassés, minimisés ou ignorés. Non par complot, mais par inconfort intellectuel. Un modèle rigide rejette ce qu'il ne peut expliquer. L'archéologie face à ses limites.
L'archéologie ne fouille qu'une fraction infime de la planète, et encore moins sous les océans, sous les sédiments anciens, dans les zones politiquement instables. Ce que nous savons est minuscule comparé à ce que nous ignorons. Les veilleurs comme fil conducteur. Pris isolément, chaque indice peut être discuté. Mais ensemble, ils dessinent un motif. Un savoir ancien, une maîtrise du temps, une transmission codée, une perte brutale, une mémoire transformée en mythe. Les veilleurs ne sont pas une preuve matérielle unique. Ils sont la cohérence entre toutes ces anomalies. Ce que ces preuves nous obligent à envisager. Peut-être que l'humanité a déjà atteint un sommet. Ce sommet a été perdu. Ce que nous appelons progrès est une reconstruction. Les veilleurs seraient alors les derniers témoins conscients de cet âge disparu. Une question finale avant la conclusion. Si ces êtres ont réellement existé, s'ils ont transmis ce qu'ils pouvaient, s'ils ont disparu volontairement, que voulait-il que nous comprenions? C'est à cette question que la dernière partie va répondre. Le message des veilleurs est notre avenir. Nous voici arrivés au terme de ce voyage. Un voyage à travers les continents, les âges, les mythes et les silences de l'histoire. Et maintenant, une question demeure. Pourquoi cette mémoire a-t-elle survécu? Pourquoi les veilleurs n'ont-ils pas été oubliés, alors que tant d'empires, de rois et de civilisations ont disparu sans laisser de traces? Les veilleurs ne sont pas un mystère à résoudre. Ils ne sont pas une énigme à expliquer une fois pour toutes. Ils sont un message transmis non par des mots directs, mais par des structures narratives, des symboles, des répétitions culturelles. Le message central, la fragilité de la civilisation. À travers toutes les cultures, les veilleurs nous disent la même chose. Aucune civilisation n'est définitive. Ils apparaissent toujours, avant le pouvoir, avant les empires, avant les guerres. Ils disparaissent toujours, lorsque l'équilibre est rompu, lorsque le savoir est mal utilisé, lorsque l'humanité confond maîtrise et domination. Le savoir n'est pas la sagesse. Les veilleurs transmettent le savoir, mais ils insistent toujours sur la mesure, la responsabilité, l'équilibre. Quand ces principes sont oubliés, le savoir devient un facteur de destruction. Ce message traverse les millénaires. Pourquoi ils se retirent? Ils ne partent pas par faiblesse. Ils partent par nécessité. Parce qu'une humanité dépendante d'un guide extérieur ne devient jamais adulte. Le retrait est une épreuve. Le mythe comme dernier vecteur. Quand les veilleurs disparaissent, leur message ne peut plus être transmis directement. Alors, il se transforme en mythe, symbole, rituel, légende. Ce n'est pas une déformation, c'est une stratégie de survie du sens. Notre époque est le retour du modèle. Pour la première fois depuis des millénaires, l'humanité possède un pouvoir comparable à celui des âges anciens. Un pouvoir technologique, climatique, planétaire. Et comme dans les récits anciens, nous sommes à un point de bascule. Les veilleurs nous observaient, mais nous observons maintenant, dans les récits, les veilleurs regardaient l'humanité grandir. Aujourd'hui, nous sommes seuls face à nos choix. La question n'est plus « ont-ils existé ?» mais « avons-nous compris leur message ?» L'histoire n'est pas une ligne droite. Ce documentaire ne prétend pas réécrire l'histoire. Il propose autre chose, la réinterroger. Car une histoire qui refuse ces zones d'ombre devient un dogme. Ce que les veilleurs nous laissent, ils nous laissent. La mémoire des cycles, l'humilité face au temps, la conscience que le sommet peut s'effondrer. Ils ne nous laissent pas de réponses faciles. Ils nous laissent des responsabilités.
Le vrai secret du temps. Le vrai secret n'est pas dans le passé, il est dans le présent, dans notre capacité à apprendre sans détruire, transmettre sans dominer, progresser sans oublier. Appel final à l'action, Shan. Si ce récit vous a fait douter, réfléchir, questionner, alors il a rempli sa mission. Abonnez-vous à Le Secret du Temps. Partagez ce documentaire. Continuez à explorer les zones oubliées de l'histoire. Car comprendre le passé, c'est peut-être la seule façon d'éviter de le répéter. Les veilleurs ne reviendront pas. Mais leur message est toujours là. Silencieux, patient, intact, à nous de l'entendre.